Chiz 94.3, Impact Campus, le Fou Allier et la microbrasserie Farnham sont fiers de vous présenter la Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui saura bien accompagner vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café du Fou Allier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. Happy mercredi, je vous souhaite la bienvenue à Bonheur et vice-versa, chers auditeurs et auditrices. Maxime Dumais à l'animation de l'émission en compagnie de ses deux co-animatrices, Josiane et Annie. Bonjour les filles. Allô. Hey, salut Maxime. Bientôt décembre qui sonne à nos portes. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est l'hiver depuis déjà 2 ans. Je pense que c'est pas une impression. Non, hein, c'est ça. Mais moi, j'aimerais dire, oui, quand j'étais au primaire, et ça remonte à très longtemps. C'est vrai que t'es très, très vieille, Je suis Annie. très, très vieille. Je suis vénérable. Mais quand j'étais au primaire, avant qu'on aille les congés des fêtes, là, on avait déjà eu le temps de jouer au Roi de la montagne. Je sais pas si vous jouiez à ça, vous, à Québec, là, c'est-à-dire monter en haut de la montagne puis mettre à terre toutes les autres qui sont en haut. Exactement. Donc, tu veux dire que c'est normal qu'il y ait de la neige à ce temps-ci de l'année. Ce que je veux dire, c'est que ça, dans mon temps, on avait de la neige puis on se demandait jamais si on allait avoir un Noël blanc. C'est vrai. Ce qui, dans les 5, même 6, 7 dernières années, moi, à chaque fois, je me demandais est-ce qu'on va avoir un Noël blanc ou pas. C'est vrai. J'avoue que moi, je préfère avoir un Noël blanc, mais pour certaines personnes, que le soleil, c'est le bonheur. Pour d'autres, c'est l'hiver. En tout cas, j'espère que vous trouvez votre compte à travers tout ça et que à la maison, vous réussissez aussi à passer à travers cette fin de session avec un peu plus de neige. Des fois, tu sais, je sais pas si l'atmosphère est un peu plus lourde, puis peut-être que c'est plus difficile de continuer. Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai une solution pour ça. Oui. Ah oui? Lampe de luminothérapie. Ah, très bonne idée. Alors aujourd'hui, les filles, on a quand même une émission chargée. On reçoit... Non, pas nous. Ah, ben oui. Pas à Bonheur et vice-versa, une émission chargée. C'est comme une habitude maintenant. Alors, on reçoit en fin d'émission Joëlle, qui était une invitée au mois d'octobre, qui était notre invitée inspirante, en fait, du mois d'octobre et qui revient faire une chronique sur sa spécialité, en parenthèse, qui est l'estime de soi. Elle va venir en parler selon sa perception à elle, comment elle le vit au quotidien. Donc, elle va nous faire un peu une description de l'estime de soi, mais qui provient de son cru. C'est comme un témoignage un peu en même temps. Oui, hein? puis en fait, c'est parce qu'elle fait des conférences un peu partout au Québec. Puis je me suis dit, ce serait le fun de pouvoir en entendre une petite partie ici en ondes. Alors voilà. Par la suite, on va recevoir Stéphanie-Sophie Gilbert qui vient nous faire une chronique du SPLA. Elle va nous parler de l'international et des cultures québécoises et du marché du travail. Annie, tu nous fais une chronique sur la motivation. Oh oui! J'ai hâte d'entendre ça. On peut écoute, savoir vers où on s'enligne? On en a tous besoin à ce temps-ci de l'année, je pense, de la motivation. Oui. Hein? Fait que dans le fond, tu vas nous parler un peu du concept de motivation. Non. Oh. C'est une surprise. C'est une surprise. Et non, je dis ça juste pour te déstabiliser, en fait. Je vais parler c'est assez large, la motivation. Fait que j'ai choisi comme une sous-théorie vraiment le fun aujourd'hui à discuter avec vous. On garde ça en surprise pour tantôt et on commence avec les nouvelles orientantes de Josiane.
Bonheur et vice-versa vous informe sur le monde de l'orientation et le marché du travail. Voici vos nouvelles orientantes. Alors, Josiane, tu es de retour avec nous cette semaine. On est content que tu sois là. Les nouvelles nous ont manqué la semaine dernière. Et tu commences par nous parler aujourd'hui de l'emploi précaire. C'est un enjeu pour la santé mentale. Eh oui, donc c'est un article là, qui est paru à la fin du mois d'octobre, par contre, et qui mentionnait, en fait, qui mettait de l'avant le constat comme quoi les gens qui ont un emploi précaire, donc qui ont un emploi non permanent avec des contrats, nombre d'heures non fixes, etc., comme ce qu'on vit, nous trois, actuellement. C'est-à-dire, quand on parle des contrats non fixes, des gens qui sont travailleurs autonomes? Ou, entre autres. Okay. En fait, la définition qu'ils mentionnent, qui donne de l'emploi précaire, c'est ce qui est caractérisé par... je cherche mes mots, j'ai de la misère ce matin, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. C'est caractérisé par un statut d'emploi temporaire, donc une certaine instabilité, un revenu habituellement faible et un manque de protection juridique et d'avantages sociaux. Donc, ça peut englober plusieurs types de travailleurs. Exactement. Ça englobe les travailleurs autonomes, les travailleurs à contrat, les travailleurs saisonniers. Dès que tu n'as pas un temps plein de 8 à 4, bien canné à une place. Permanent, là. Permanent. C'est ça. C'est précaire. Ouais. Donc, ils ont fait une étude au début septembre qui a souligné que près de... Oui, il y a les lumières flash dans le studio. Ah, ça veut-tu dire qu'on a un appel? Hey, on a un appel! On aurait un appel! C'est donc bien excitant! Chers auditeurs, rappelez-nous dans 5-6 minutes. Pour l'instant, on est en chronique, tu sais, fait qu'on peut pas vraiment répondre. Alors, continue. Ça m'aide pas avec ma concentration ce matin, ça. Donc, il y a une étude qui a été menée auprès de 1200 jeunes âgés entre 21 et 35 ans à l'université McMaster en Ontario, par contre, mais les données sont transférables ici, puis c'est ce qui mentionne dans l'étude. Puis l'enquête révèle que 44% des personnes qui étaient sondées travaillent de façon permanente à temps plein, alors que la moitié, donc 47%, c'est quasiment, c'est plus que la moitié, presque la moitié, occupent un emploi précaire. En fait, nous, les jeunes diplômés, je dis nous, moi je suis plus jeune diplômée, mais toi, n'échappe pas à cette réalité. Puis bref, il mentionne que ça a un impact vraiment important sur la santé mentale, puis affecte aussi l'optimisme envers leur futur emploi. Donc, le sentiment d'insécurité financière chez les jeunes travailleurs est associé à une augmentation des symptômes dépressifs. Et environ, là, si on regarde les statistiques, 8 personnes sur 10 en situation d'emploi typique gagnent moins de 40 000 $ par année. Et 6 personnes sur 10 sont préoccupées par les dettes. Donc, ça amène des soucis financiers, des préoccupations qui amènent une augmentation des problèmes de santé mentale. Est-ce que tu penses que ça englobe, ou peut-être que c'est pas noté dans ton article, mais est-ce que ça englobe aussi les gens qui font le choix d'avoir ce type de vie-là? Parce qu'on s'entend que de nos jours... Oui, que tu fasses le choix ou pas, le fait d'avoir un emploi précaire a un effet sur la santé. Oui. Hein, on s'entend, ça augmente le stress. Ça dépend aussi. Moi, j'aimerais relancer ce que tu dis, Maxime, parce que tu peux faire le choix d'avoir un emploi précaire, mais par exemple, la personne qui partage ta vie, elle a un emploi très stable. Fait qu'il y en a une qui s'occupe du côté financier, l'autre s'occupe de d'autres choses. Fait que rendu là, peut-être que ça peut amenuiser. Et là, je dis, c'est une intuition. Oui, là, c'est ça, c'est une intuition. C'est parce que, tu sais, je me dis, on parle de 47%, puis on s'entend que de nos jours, de plus en plus, les gens prônent le travail autonome et tout ça, une carrière active avec des contrats partout. Mais dans ma tête, c'est comme souvent, ça peut devenir comme un choix. Ça devient un choix qui est relativement imposé parce qu'on voit de moins en moins, justement, de postes permanents qui sont offerts un peu partout. Donc, c'est un choix et ça ne l'est pas. Mais en fait, le message, la conclusion de ça, c'est que la précarité que ça apporte nous embarque dans un cercle vicieux puis amène une baisse de l'estime de soi et du sentiment d'accomplissement, faible reconnaissance du travail fourni. Puis, donc, c'est tous des facteurs qui contribuent à ce qu'on soit plus isolé et à développer là, certaines problématiques de santé mentale. C'est important dans ce cas-là d'aller chercher de l'aide si on en a besoin, être capable d'au moins le reconnaître et tout ça. C'est ça. Maintenant, Josiane, tu nous parles d'aide psychosociale. Des barrières freinent les hommes. Ben oui. Ça peut être lié avec la première nouvelle, tout ça. Là. Oui, tout à fait. Je ne ferai pas de lien, là. Je
Mais oui, tout à fait, ça pourrait être relié. Mais en fait, encore là, la firme Somme a fait une étude auprès de 2000 hommes adultes québécois, puis le sondage démontrait que près d'un quart d'entre eux, 22 %, rapportaient une détresse psychologique, ce qui est quand même très important. Par contre, il y a juste 10 % qui rapportent avoir consulté un intervenant dans les 12 derniers mois. Et ce qui est alarmant parce qu'on rapporte que 3 suicides sur 4 sont faits par des hommes. Et selon vous, qu'est-ce qui contribue justement à ce que les hommes aient moins consulté que les femmes? Ben moi, j'imagine qu'il y a peut-être encore une espèce de pression sociale d'un homme, c'est supposé être fort, c'est supposé s'en sortir tout seul. Ben moi, j'aurais répondu la même chose. Là. C'est la société qui nous amène à penser que les femmes ont besoin de plus consulter que d'autres choses. Puis moi, on dirait que j'ai une autre affaire qui m'est venue en tête, c'est que, tu sais, en relation d'aide, il y a beaucoup de femmes. Hein? Peut-être que s'il y avait plus d'hommes, les hommes seraient plus portés à aller se confier à d'autres hommes. C'est un très bon point. Hein? Parce qu'à la plupart du temps, on va tomber sur une psychologue femme. Vrai. Puis tu me fais penser qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui vont en relation d'aide. Donc, est-ce que les femmes ne sont pas déjà plus sensibilisées à l'idée que c'est important d'en parler, de discuter, que ça va avoir une plus-value de le faire? Tout à fait. Bien, c'est des très bons points que vous amenez. Par contre, ce que l'étude soulève, c'est pas ce type de barrière-là. C'est intéressant, il soulève autre chose. Donc oui, c'est sûr qu'il y a la perception du rôle de l'intervenant, du rôle de l'homme aussi, donc l'image sociale qu'on s'en fait. Mais au-delà de ça, ce qui bloque souvent les hommes à aller chercher de l'aide ou à aller plus loin dans leur démarche, c'est, entre autres, de tomber sur une boîte vocale. Donc, les hommes qui font la démarche, qui tombent sur une boîte vocale, auraient moins tendance à poursuivre la démarche. Le temps d'attente. Donc, le temps d'attente, l'accessibilité restreinte, donc de ne pas pouvoir contacter ou avoir du soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, c'est pas des choses auxquelles je pensais. Le manque de lien. Donc, dans un délai d'attente, qu'il n'y ait pas de suivi de fait avec la personne, ça découragerait aussi les hommes à poursuivre les démarches. Puis les frais. Donc, les frais, qu'il y ait des frais associés au service de consultation restreindrait aussi les hommes. Bien, on dirait qu'à travers tout ça, je me dis, est-ce que c'est dans le fond que les hommes connaissent justement un peu moins la relation d'aide? Donc, ces impondérables-là, c'est des choses qui sont reliées avec la relation d'aide. C'est comme normal, entre parenthèses. Donc, ça fait partie du processus là, d'appeler, de peut-être tomber sur une boîte vocale, d'attendre un peu que la liste d'attente se libère. Est-ce que c'est effectivement un manque de connaissances ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, des fois, chez les hommes qui peut-être, tu sais, là, j'ai pris tout mon courage, j'appelle pour avoir de l'aide, il faudrait que j'aurais besoin que quelqu'un soit là, encore plus pour ça. Prenne la balle au bon là, au moment où je la lance. Parce que, regarde, ça va en lien avec ce que vous dites, parce que 24 % dans les 2000 hommes qui ont été interrogés, 24 % des hommes laissent tomber leur demande d'aide quand ils tombent sur une boîte vocale. 58 % souhaitent que les services psychosociaux soient gratuits ou à prix modique. Donc, les frais et l'attente ont une incidence vraiment importante. On est demandant, les hommes. Mais il y a des facteurs qui favorisent. Il y en a beaucoup, je les nommerai pas tous, mais entre autres, le plus significatif, ce serait le pouvoir du médecin. Donc, le fait que le médecin recommande aux patients fortement d'aller consulter ou qu'il le réfère aurait une incidence importante sur le mouvement que l'homme ferait d'aller consulter. C'est comme s'il y a l'assentiment d'eux. Et le fait d'être accompagné aussi par une personne proche pour la première rencontre aurait aussi une incidence. C'est quoi le pourcentage d'hommes que vous avez à votre clinique, les filles? Ben, moi, honnêtement, j'en ai beaucoup. Oui? Ouais. OK. Pas moi. Josiane, non? Moi, j'en ai 2 sur plusieurs. Moi, je te dirais que c'est pas mal moitié-moitié. Moitié-moitié, mais quand même, on peut voir qu'il y a peut-être déjà une tendance avec si Josiane en a un peu moins et tout ça. Ben, c'est un sujet que je trouve super intéressant, puis on pourrait jeter un petit œil là-dessus pour peut-être développer ce sujet-là une prochaine fois dans une autre nouvelle. Josiane, on continue avec ta chanson Bonheur aujourd'hui. Oui. C'est ton tour. Oui, c'est Pourquoi mon tour. c'est ta chanson Bonheur? Ben, écoute juste le titre. Oui. Hein? Happiest Man Unheard. J'avoue. Hein? Ben, quand je l'ai choisi, je me sentais comme ça. En ce moment, c'est moins le cas, mais ça va me redonner peut-être... Exactement. En espérant que ça te ramène vers le bonheur. C'est Puis ça. on va souhaiter la même chose aux auditeurs à la maison. Est-ce qu'on peut Alors, dire que le petit garçon de Josiane avait peur de la déneigeuse cette nuit? Il n'a pas dormi de la nuit. oh non! Pauvre petit loup. Bon, ben c'est pour Il ça. tremblait tellement qu'il avait peur. La petite fatigue est due à ça, hein? Alors, toutes les mamans à la maison te comprennent maintenant. Oui. On écoute maintenant Broken Back, la chanson Happiest Man of Earth. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. On revient dans quelques instants.
my feelings is not what I'm the best at. I've never taught your man the things that I should. The words are on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never taught your man the things that I should. The words are on my lips, time to tell you the truth. I've been on to the roads now, coming home to my old town. Steady smile, this steady face, thinking I'm the happiest man. I've been on the roads now, coming home to my old town. Steady smile, this steady face, thinking I'm the happiest man on earth. Thinking I'm the happiest man on earth. Will you leave me empty? The pain in your eyes, the chance in your heart. Gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. Whenever you hit the ground, I'll be on the roads now, coming home to my old town. Spread a smile, this pretty face, thinking I'm the happiest man. I've been on the roads now, coming home to my old town. Spread a smile, this pretty face, thinking I'm the happiest man on earth. Thinking I'm the happiest man on earth. Oh, you let me empty the pain in your eyes, the chance in your heart. Gonna break it with my arms. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. Whenever you hit the ground, I've been on the roads now, coming home to my old town. Spread a smile, this pretty face, thinking I'm the happiest man. I've been on the roads now, coming home to my old town. Spread a smile, this pretty face, thinking I'm the happiest man on earth. Thinking I'm the happiest man on earth. Thinking I'm the happiest man on earth. On espère que cette chanson a pu vous rendre aussi heureux que le sourire de Josiane qui est revenue en studio. Alors, vous écoutez Bonheur et vice-versa. Il est 11h16 et c'est maintenant l'heure de la chronique Bonheur de la semaine. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique Bonheur et vice-versa. Bon, excusez, il se passe beaucoup de choses dans le studio. Oui, Je veux faire un commentaire. Oui, vas-y. Annie, je trouve tellement que la trame sonore ne cadre pas avec toi. Je me disais la même chose. C'est comme la trame sonore la plus tranquille et la plus apaisante qu'on a, genre la plus énervée de toutes les C'est personnes la en première studio. fois que je le remarque, mais c'est vrai. Mais c'est drôle parce que moi Annie aussi, est en je me feu disais la même aujourd'hui. chose. Oh, oui, vraiment. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai combiné une théorie, parce que vous savez à quel point j'aime les théories, mais je m'inspire d'un de mes livres préférés. Parce que vous savez, moi, j'adore la lecture. Puis un de mes auteurs préférés, c'est Bernard Werber, qui a passé à Tout le monde en parle il y a 2 semaines. Fait que ça m'a comme inspiré, tout ça. Et je vous parle donc d'un de mes livres préférés que j'ai lu dans ma vie, qui s'appelle L'ultime secret de Bernard Werber. Et ce livre-là, qui est un roman très accessible, très agréable à lire d'ailleurs, je le suggère à tous, L'ultime secret de Bernard Werber. Mais c'est pas le secret, là. Non. Okay. L'ultime secret. L'ultime. L'ultime secret. L'ultime. Et dans ce livre-là, Bernard Werber explore qu'est-ce qui nous motive. Et fait que j'ai envie de commencer ma chronique en vous posant la question, qu'est-ce qui vous motive, vous, dans la vie? Très bonne question. Ta-da! Ben, c'est pas les mêmes choses qui me motivent aujourd'hui qui me motivaient avant. tu sais. Ça se peut très bien. Maintenant, on dirait que ce qui me motive de plus en plus, c'est de faire des choses qui font du sens pour moi. Fait que quand je fais quelque chose, je sais que j'avance vers quelque chose qui va avec mes valeurs. Ben là, on dirait que ça me motive. Puis quand je fais le contraire, ben je le sens que dans le fond, j'avance de reculons. Fait que je suis moins motivé. Fait qu'il faut que ce soit comme en congruence avec ce que t'es, ce que tu penses, Oui. en quoi tu crois. Pourtant, quand j'étais jeune, tu sais, je veux dire, je me posais pas trop ces questions-là, mais plus je vieillis, on dirait que plus ça devient important que la motivation. Tu sais, puis je le sens qu'à un moment donné, je suis comme plus capable d'être motivé dans quelque chose qui m'intéresse pas. Fait que
j'arrête ou... Mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un nom. Ça, c'est une forme de motivation qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire je fais des choses parce que ça fit avec qui je suis. Cette motivation-là, quand on mesure, là, on la fait pas passer chez des adolescents parce qu'elle n'est pas encore créée, parce qu'ils savent pas encore très bien qui ils sont, fait qu'ils ont pas encore ils font pas encore les choses parce que c'est en cohérence avec leur soi interne. Fait que celle-là, on l'utilise pas beaucoup cette mesure-là avec les ados, mais avec les adultes, elle devient super pertinente. Intéressant. Toi, Josiane? Ben, je te dirais que ça va un peu dans le même sens que toi, tu sais, faut que mes choix aient en cohérence avec mes valeurs. Puis c'est drôle parce que je l'ai vécu vraiment cette semaine, là, où j'ai fait un choix parce que justement, il n'y avait plus de motivation pour quelque chose. Donc, j'ai changé des choses dans ma vie parce que ça allait pas avec mes valeurs qui ont changé de place en ordre d'importance avec les enfants, la vie qui change et tout ça. Ben oui, là. c'est ça, exactement. Mais je pense que nos motivations peuvent changer aussi dans la vie par rapport à ce qui arrive et tout ça. Ben absolument. Puis moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, puis c'est drôle parce que ça va pas en tout dans le sens de ce que vous avez nommé, puis ça va être super intéressant, c'est que je pense que ce qui nous motive aussi dans la vie, c'est quand on atteint ce que en français on appelle la zone, en anglais ils l'appellent le flow. Tu sais, quand on est tellement absorbé par une tâche, il y a des affaires qu'on fait dans la vie, puis que quand on fait ça, on dirait qu'on devient tellement absorbé, on devient super concentré, puis le temps arrête d'exister, on n'a plus conscience de tout ce qui se passe autour de nous, on n'est même plus trop conscient de ce qu'on fait, mais on est super focus quand même. Est-ce que vous en avez déjà vécu? Oui. Ben oui. Y a-t-il des activités, entre autres? Moi, je sais que quand j'écris, ça me fait ça beaucoup. Quand j'interviens, des fois, des projets. Développer des projets. Oui. Ben, moi, je vous dirais que la radio, ça me fait ça. Là. Il y a des fois qu'on sort d'ici, puis je suis comme, mon Dieu, on dirait qu'on était dans une bulle ou quelque chose comme ça. Ça nous arrivait souvent. Puis dans nos débuts, c'était encore plus excitant. On était vraiment comme absorbés. L'écriture aussi, ça, c'est vrai. Ça crée une espèce d'effervescence. T'es comme... En sérénité avec toi-même et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous parle, parce que le fait de vivre du flow en soi, ça peut être une motivation. Tu sais, s'il y a des activités dans la vie où tu vis beaucoup de flow, t'es dans la zone, t'as cette effervescence-là, on s'entend-tu que c'est quand même le fun de recréer cette émotion-là puis de refaire l'activité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, oui. Fait qu'aujourd'hui, je vous donne On rechercherait en tant qu'humain d'avoir de la motivation aussi forte que le flow? C'est comme un... Ben, je pense que c'est un moteur, oui. Ben, d'après l'auteur, je vais le nommer, là, mais Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, d'après l'auteur de cette théorie-là du flow, le flow en soi est un élément de motivation. Tu sais, quand on sait que, ben, c'est sûrement pour ça, Josiane, entre autres, que tu continues à faire des projets, entre autres, que tu continues à écrire. C'est cette espèce d'émotion-là, d'effervescence que tu ressens. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ni plus ni moins, je vous donne c'est quoi les ingrédients pour vivre du flow. Oh, wow! Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre du flow? Donc, pour vivre du flow, il faut que l'activité que vous fassiez ait une juste dose de défi et de maîtrise. Donc, quand on vit du flow, c'est parce qu'on a quand même un certain niveau de compétence pour faire la tâche, mais c'est quand même encore un peu un défi. OK? Il faut que ce soit un bon niveau des deux. Il ne faut pas que ce soit trop facile ni trop difficile. Il faut que ça mobilise toutes nos compétences, mais c'est ça, il faut que ça reste un défi. Donc, il faut aussi que l'activité soit dirigée vers un but. Il faut qu'on ait l'impression que ça mène quelque part, qu'on s'en va quelque part, et que ce but-là, on le perçoive comme étant utile. Et là, je reviens avec le lien avec vos valeurs. Il faut qu'on ait l'impression que ça fasse du sens, ce qu'on fait là. Finalement, il faut qu'il y ait une rétroaction claire et immédiate. Et ça, la rétroaction, c'est pas nécessairement quelqu'un qui nous l'a fait. C'est, mettons, l'impression que tu as avancé dans ton projet, l'impression que... Ben moi, quand j'écris un texte, souvent, là, puis c'est vrai, là, on dirait que je viens de réaliser que je suis vraiment dans le faux parce que souvent, j'écris sur Facebook, j'écris beaucoup, puis les gens me disent « Ah, c'est donc ben bon. » Des fois, ils disent « Ça a dû te prendre du temps. » Souvent, la plupart du temps, là, ce que je publie, c'est pratiquement ce que j'ai écrit la première fois. Puis c'est quand je le relis après, je fais comme « wow! » Mais dans quelle émotion j'étais, tu sais. Ben c'est ça. Puis les gens... Je l'ai, ma rétroaction, là. Oui, la rétroaction que toi-même, tu te fais en te lisant, la rétroaction que les gens te font. Parce que toi, en plus, c'est des gens qui t'écrivent parce qu'ils trouvent que ce que tu as écrit, c'était inspirant, ça leur a servi à quelque chose. C'est sûr que ça motive, ça. C'est sûr que ça motive aussi à recommencer. Donc, c'est ça. Fait que cette rétroaction claire, et il faut qu'elle soit quand même assez rapide. Il faut qu'on le voit sur le coup, là, ou presque que ça a un impact puis que ce qu'on fait, ça avance. Donc, par exemple, c'est ça, si je rédige un texte, ben, les paragraphes, les idées, les mots, tout ça, ça m'indique que j'avance dans ma tâche puis que j'avance dans mon but. Donc, dans les projets, mettons comme moi, mon exemple, là, on n'a pas nécessairement d'effet immédiat. On n'a pas nécessairement de rétroaction le projet immédiate. avance. Ah, OK. Tu vois que t'es parti de rien,
puis que tu es rendu quelque part. Tu sais, mettons, sens-là. Josiane, je sais pas, là, tu fais une rencontre, puis là, tu sens que la rencontre, ça avance pas. Oui. Peut-être que tu vas repartir avec un peu moins de motivation. Tu vas dans une rencontre, puis là, ça Tout à fait. avance, ton projet, on dirait qu'il prend forme. Tu repars avec de la motivation. Mais si je Ouais, prends je juste comprends. l'exemple de Consultoption, qui est un projet, tu sais, des fois, il y a des moments, là, on se regarde, on est comme on s'en va où avec ça, on sait plus. Mais quand tu regardes qu'en 2015, on n'avait rien, puis que là, on a un site Internet professionnel, on a une page Facebook, on a une clientèle, un roulement, on fait de le. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on a créées, puis qu'on était tellement pas là, 3 ans. Là. C'est vrai. Consultoption, peut-être pour les auditeurs à la maison qui nous écoutent pour la première fois, ou sinon, puis vous êtes sur Mars. Consultoption, c'est On la rentre clinique. sur Mars. C'est la clinique de counseling, d'orientation et de psychothérapie de Josiane et Annie. Oui, j'aurais dû le préciser, il n'y a c'est pas de vrai. problème. Vous allez sur le site Internet de Consultoption, vous allez avoir toutes les informations. Fait que c'est le cas pour tous les projets, en fait. Tu sais, quand tu t'impliques dans un projet puis que tu vois que ça avance, que tu vois que tu n'es plus au même niveau que tu étais avant, c'est une rétroaction et claire. La rétroaction n'est pas nécessairement de quelqu'un d'autre. Là. Ça peut être toi qui vois ta propre évolution dans ton projet. Wow. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé à stimuler cet état de flow. Très intéressant. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. On dirait que j'avais jamais pensé à la motivation dans ce sens-là. J'espère qu'à la maison aussi, ça a pu vous aider puis que vous allez vous tourner vers ces moyens-là pour essayer de vous mettre dans une situation de flow le plus Voilà. souvent possible. J'aimerais avoir ta petite Oui. liste d'épicerie, moi, Annie. Ma Oui, petite liste. Oui, petite liste sur le d'épicerie. flow, là. Hey, bonne idée, on va faire une Comment- publication avec ça. Oui. OK, comment Oui. je la veux. générer du flow? Je vais vous faire ça avec plaisir. Parfait. Et je suggère à tout le monde de lire L'Ultime Secret de Bernard Werber, qui ne parle pas du flow, mais qui parle de plein d'autres éléments de la motivation. Merci beaucoup, Annie. Alors, on s'en va maintenant en musique avec la nouvelle chanson de Charlotte Cardrin. Je pense qu'on se fait tous plaisir en studio. J'espère qu'on vous fera plaisir à la maison avec Double Chiffre. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Juste après la pause, c'est le retour de Stéphanie Sophie Gilbert. I said I'll make it, I'm in the making. But I've been working double shifts while you've been playing. And I wanna say how much I like you, but I'm convinced I convinced myself not to. Been working double shifts while you've been up to. So tell me how to tell you now that I wouldn't mind if you call me up sometime. I wouldn't mind. You know I'm cute, I'm kind, and I'm willing. Call me up and you'll see what you're missing. I wouldn't mind if you call me up sometime. Said I come, well, baby, it's coming. But I've been working double shifts to get your loving. Well, I noticed that you noticed me. I've been a good girl just for you, baby. Been working double shifts since you made me. So tell me when to tell you again that I wouldn't mind if you call me up sometime. I wouldn't mind. You know I'm cute, I'm kind, and I'm willing. Call me up and you'll see what you're missing. I wouldn't mind if you call me up sometime. Got a feeling inside. Since I'm working double shifts, double rounds, double time. Maybe I forgot to mention I've been working nights for your attention. Yeah, attention. I need your attention. I wouldn't mind if you call me up sometime. I wouldn't mind. You know I'm cute, I'm kind, and I'm willing. Call me up and you'll see what you're missing. I wouldn't mind. Oh, I wouldn't mind if you call me up sometime.
Besoin d'aide dans vos démarches professionnelles? Venez rencontrer un conseiller en emploi du service de placement. Pour améliorer votre recherche d'emploi ou de stage, cibler vos compétences et vos forces, mieux connaître le marché du travail, améliorer le contenu de votre CV ou apprendre à bien performer en entrevue, prenez rendez-vous en ligne avec un conseiller du SPLA ou consultez le spla.ulaval.ca. À toutes les 2 semaines, l'émission Bonheur et vice-versa est propulsée par le service de placement de l'Université Laval, notre plus vieux collaborateur. On est bien content de collaborer avec eux depuis maintenant presque le début de l'émission. Et on a en studio Stéphanie Sophie Gilbert qui vient nous parler de son sujet de prédilection, l'international. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi? Découvrez l'effet SPLA. Bonjour Stéphanie. Salut. Tu es de retour avec nous. Oui, avec un plaisir énorme à chaque fois. Ben nous aussi, on est vraiment contents. Toi aussi, la grippe t'a comme rentré dedans, t'as ramassé, puis t'as pas permis de venir en studio. On pourrait dire solide. Rentrée solide. Rentrée solide, hein? C'est ça. Fait que c'est comme l'excuse du ciel. Oui, mais c'est sûr qu'en radio, une extinction de voix, c'est pas très contournable. Il y a mieux. Stéphanie Sophie, au SPLA, toi, tu t'occupes de la section internationale. Oui. Donc, tu rencontres tous les étudiants qui veulent partir à travers le monde, des étudiants sûrement passionnés, sûrement dans leur flow. Ça doit être trippant de parler avec des étudiants comme ça. C'est vraiment motivant. En fait, je rencontre des gens qui ont plein d'étincelles dans les yeux, qui ont des projets, qui ont des objectifs. C'est vraiment un beau privilège, en fait, que j'ai. Là. J'imagine que tu n'as pas juste vécu cette clientèle-là, tu sais, je veux dire, versus la clientèle qui vient de voir un peu en déséquilibre, déstabilisée, qui ne savent plus dans quoi aller ou qui ne trouvent pas d'emploi. J'imagine que c'est quand même 2 pôles vraiment différents de la job. C'est complètement différent. En fait, je m'ennuie un peu de mes étudiants qui ont de la difficulté parce que là, je peux vraiment contribuer. Là, je rencontre la crème de la crème, là, ceux qui ont plein d'ailes, en fait, puis qui veulent juste aller plus loin. Donc, c'est vraiment de propulser encore plus ces étudiants-là, mais j'aime beaucoup la clientèle qui a vraiment besoin d'aide aussi. Effectivement, c'est 2 zones complètement différentes. Complètement différentes, hein? Et là, tu viens nous parler aujourd'hui de l'international. En fait, si tu voulais nous en parler justement, il y a une couple de semaines, il y a une émission qui a été annulée. Là, après ça, c'était la maladie. Je ne sais pas si dans ce temps-là, on était plus d'actualité avec l'international ou c'est encore la même chose? C'est vraiment d'actualité parce que tous les étudiants qui veulent faire des projets là, pour l'été prochain, c'est vraiment maintenant que ça se passe parce qu'il faut comme commencer à y penser, concrétiser en fait son projet puis vraiment le mettre à l'action. Aujourd'hui, je suis venue avec des exemples pour vous donner en fait des exemples concrets de ce que des étudiants ont fait là, comme projet là, dans les derniers étés. Fais-nous rêver. D'abord, j'ai un étudiant l'année passée là, qui est venu. Lui, il a fait des démarches auprès des employeurs aux États-Unis sur la côte parce que lui, c'est un maître nageur. Puis, il s'est trouvé un emploi auprès d'une entreprise là-bas là, comme sauveteur, comme lifeguard. Donc, comment moi, j'ai pu l'aider, c'est qu'il est venu me voir pour s'informer au niveau des permis de travail. Il y a une organisation qui s'appelle SWAP où j'ai pu le référer justement pour obtenir le permis de travail pour les États-Unis. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour les États-Unis, la seule façon d'obtenir un permis de travail vacances-été, c'est vraiment via des organisations comme ça. On ne peut pas faire des démarches par nous-mêmes. Ah, OK. Donc, ça, c'est une des choses à savoir. Est-ce que c'est à cause de Trump, ça? Ah, je ne sais pas, Trump, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Toujours la faute de Trump. Mais c'est beaucoup plus facile à aller dans bien d'autres pays, mais les États-Unis, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut comme se faire sponsoriser par un employeur et tout ça. Mais il y a un passe-droit pour les emplois d'été, donc où là, on peut demander un visa de travail avec SWAP, par exemple. Donc ça, c'est un des exemples que je voulais vous donner. Un autre exemple, c'est un étudiant qui est venu me voir avec beaucoup d'étincelles dans les yeux. Lui, il est étudiant en agronomie. Il trippe, en fait, sur les distilleries, tous ces procédés-là. On fait des recherches ensemble. On découvre, en fait, les distilleries. Ça se passe vraiment en Écosse. Donc, on a trouvé ensemble la liste de toutes les distilleries en Écosse. Il a fait plein de démarches et il a travaillé pendant un été dans une distillerie. Au départ, il voulait faire un stage. Oui, en Écosse, dans une distillerie. Donc, lui, il est allé chercher des connaissances. Il est allé chercher, en fait, de vivre dans une distillerie. C'était quoi? Donc, c'est possible. Il était rémunéré. Là. Il a fait son emploi là, tout l'été. Là. On s'entend que ton travail est quand même assez large parce que là, dans le fond, tu veux dire, il a fallu que tu ailles avec lui faire la recherche sur Internet des distilleries en Écosse. Tout on s'entend-tu que tu n'avais pas de connaissances là-dessus? Là? J'ai aucune connaissance puis je peux pas prétendre que je connais tout. Moi, je suis là pour être un peu le moteur de la recherche, d'aider, en fait, au niveau de la recherche. La motivation. Tout à fait. Hein? Bien, la motivation ou sinon d'enligner. Tu sais, parce que moi, un étudiant qui vient me voir, qui me dit je veux aller à l'international, je veux travailler,
ça me prend plus de pistes que ça. Tu sais, il faut d'abord avoir quelques destinations pour avoir quelques idées. Tu vas aller où puis travailler dans quoi? Et voilà. Parce que là, c'est un peu la première question qu'il faut se poser, là. Puis d'ailleurs, il faut se poser la question aussi, le pays qui m'intéresse, c'est-tu parce que je veux voyager ou je veux aller travailler? Parce qu'un étudiant qui vient me voir, là, de ce temps-ci, Occupation double, là, qui est populaire, là, il y en a qui viennent me voir puis ils me disent « Ah, moi, je vais aller en Grèce. » OK, mais la Grèce, t'as-tu regardé l'économie là-bas, comment ça fonctionne? Est-ce que tu parles la langue? Tu sais, il faut se poser quelques questions. Il faut rêver, mais il faut quand même être réaliste. Oui, puis j'imagine que le but aussi, quand les gens viennent te voir, c'est important. Tu dois définir le but avec eux au départ. Tu sais, tu passes en voyage, tu passes pour l'école. Je prends un exemple de personnel. Quand je suis allée te voir, c'était pour apprendre l'anglais, tu sais. Puis après ça, ben c'est ça, là, ça part de là. Puis après ça va un peu plus loin. On se pose des autres questions. Tout à fait, c'est ça. Il faut comme définir ensemble c'est quoi justement le moteur, puis avancer là-dedans ensemble. Nous, au service de placement, là, ça fait des années là, qu'on avait un conseiller qui travaillait pour l'international, qui a vraiment beaucoup d'informations. Fait qu'on peut vous aiguiller justement avec tout ce qu'on possède comme information. On prétend pas, moi, je sais rien par cœur, là, mais j'en entends parler, je peux vous guider. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Oui, puis on s'entend que si vous suivez un petit peu le SPLOP, les courriels qui sont envoyés, je veux dire, nonobstant le fait que tu connais pas tout par cœur, c'est la même chose que les conseils d'orientation. On va pas tout connaître les informations scolaires et professionnelles, mais je veux dire, tu as l'expertise quand même d'avoir aidé plein d'étudiants et là, de mieux connaître ces programmes-là. Puis il y en a beaucoup. Tu parlais de SWAT, mais il y a d'autres programmes. Il y a énormément de programmes. Là, en ce moment, là, il y a des petits cues que je peux vous donner. Si vous voulez apprendre l'anglais gratuitement, il y a le programme Explore. Exactement. Je pense que tu l'as fait, Maxime. Hein? Bien, en fait, non. Ça va être le but, en fait, de ma démarche avec toi. Je vais pouvoir vous en reparler un peu plus tard. Explore, si je peux vous en parler en quelques secondes, c'est un beau programme, en fait, pour apprendre l'anglais. C'est le gouvernement du Canada qui finance les jeunes Canadiens pour apprendre l'anglais. Donc, tout est gratuit. Le cours d'anglais est gratuit, le logement, la nourriture, tout ce qui reste à payer, c'est son billet d'avion pour aller dans le pays. Mais si vous allez à l'île du Prince-Édouard, mais c'est pas dans le pays, excusez-moi, dans la province. Donc, c'est possible d'y aller en train ou en auto, tout ça. Donc, ou sinon, par exemple, si c'est en Colombie-Britannique, vous pouvez aussi y aller en train ou en auto. C'est partout au Canada. Exactement, dans toutes les provinces au Canada. Donc, il faut s'inscrire avant la mi-janvier là, cette année. Donc, ça, c'est intéressant. C'est bon à savoir. Oui, tout à fait. Oui. Pour des personnes de quel âge à quel âge? En fait, je faudrait que je fouille dans mes papiers, là, mais c'est fait pour les jeunes. Jusqu'à 35 ans. Okay. Je crois. Normalement, tous les programmes là, du gouvernement canadien, c'est 35 ans et moins, mais il y a quelques exceptions près. Là, Des fois, c'est pour adultes. Là. Parce que je sais que quand je travaillais à Jésus-Marie, le programme Explore était disponible aussi pour les jeunes secondaires. Mais en fait, à la base, je crois que c'est un peu plus pour eux. Là. C'est vers eux que c'est tourné. T'sais, en tout cas, les publicités, je vois beaucoup de jeunes, de jeunes adolescents, jeunes adultes. Il y a différents programmes, puis une branche vraiment 15, 16, 17 ans. Okay. Mais ils les mettent tous ensemble. Oui. Donc, si vous inscrivez à titre de 18 ans et plus, là, on va vous mettre avec des 18 ans et plus. Merci, ça me fait du bien. Ouais, pas que j'aime pas les plus jeunes, mais tu sais, c'est ce genre de trip que tu as le goût de vivre avec des gens de ton âge. On va le vivre différemment, ce trip-là, j'imagine, avec la maturité et tout ça. Là, Fait que les programmes sont pas les mêmes là, pour les jeunes et les 18 ans et plus. Pour vous rassurer, il n'y a pas de... Puis on s'entend aussi que tu peux aussi... on parlait de motivation et tout ça, mais tu peux être aussi très réaliste là-dedans puis aider les gens à voir clair dans leur projet. Exemple, moi, quand je suis allée, j'ai des problèmes de santé, puis là, tu m'as dit dès le départ, ben garde, on va prendre une pause dans nos rencontres parce qu'il faut que tu t'assures que les assurances, ça va bien, tout ça. C'est sur le coup, je suis sortie de là, j'étais un peu déstabilisée, mais après ça, je me suis dit, mon Dieu, merci parce que j'ai pris les moyens après ça pour trouver les réponses à mes questions. Ça augmente tes chances que ton projet puisse se réaliser parce que tu vas avoir pensé à ces affaires-là. C'est l'honnêteté aussi du conseiller. Oui, tout à fait. C'est vraiment d'accompagner puis de discuter ensemble, de faire un beau plan ensemble, mais aussi d'avoir un regard réaliste là, sur tout ce qui est devant nous. Là. Donc, alors, si on veut aller te voir pour parler de l'international, on peut le faire. De quelle façon on peut prendre un rendez-vous? Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez appeler directement au téléphone au 418-656-3575 ou maintenant, on a une plateforme en ligne, puis vous allez cocher international et vous allez tomber sur moi. Oui, puis c'est super facile. Moi, c'est là que je prends mes rendez-vous. Ouais. Puis moi, j'aime ça quand c'est efficace. C'est très efficace. Tout à fait. On Exactement. parle maintenant de la culture québécoise et du marché du travail, Stéphanie. Oui, en fait, dans mon rôle de conseillère en emploi et service de placement, j'ai différents chapeaux. Puis un de mes chapeaux aussi, je m'occupe beaucoup des étudiants étrangers. On a bâti une conférence qui s'appelle Culture québécoise et marché du travail. Puis aujourd'hui, je voulais juste vous refléter, en fait, 3 points que nous, les Québécois, on a comme plis qui peuvent être dérangeants pour les étudiants étrangers. Ça m'intéresse. Ben oui. En fait, les 3 points, c'est le modèle de la hiérarchie qu'on a, le mode de communication, puis l'individualisme versus le collectivisme. OK. Au niveau de la hiérarchie,
Imaginez, en fait, ici, là, on est dans une hiérarchie là, qui est vraiment horizontale. Le boss, on va aller lui parler. Les comités, ça se fait justement en collaboration avec tous les collègues. Si mon coordonnateur m'a dit quelque chose que je suis pas d'accord, je vais lui dire justement franchement. Donc, il y a beaucoup d'échanges comme ça. Oui. Souvent, on se tutoie en plus. Ben Et oui, voilà. puis, tu sais, dans les équipes de travail, exemple à l'université, oui, OK, on voit une différence entre le professeur et les auxiliaires, mais il y a une collaboration certaine. Là, C'est ça, le monde se parle d'égal à égal. Oui. Quelqu'un qui viendrait là, d'un autre pays où la hiérarchie est vraiment verticale, des fois, ça peut vraiment détonner. Je vais vous donner un exemple. Là. Moi, j'avais un étudiant que je suivais là, en sciences et génie. Puis lui, dans le fond, il s'était fait donner une tâche. Il n'avait pas trop compris. Il est parti sur son ordinateur, puis pendant 1 mois, là, il a comme tourné en rond, mais il n'avait pas vraiment compris sa tâche. Il n'osait pas aller s'adresser à son superviseur parce que ça se fait pas de montrer justement qu'on connaît pas. Donc, ici, justement, là, c'est d'enseigner ça, c'est de leur dire, justement, au niveau de l'ouverture, au niveau que ça se fait poser des questions, puis même, c'est ici l'initiative, poser des questions, de re-questionner des choses, c'est bien vu. Donc, juste d'avoir cette sensibilisation au niveau de la dissonance que ça peut avoir. Là. Deuxième chose, c'est au niveau de la communication. Ici, on a un mode de communication plutôt indirect. Il y a certaines populations au niveau ça que veut c'est dire direct. quoi, un niveau de communication indirect? Oui, bien, c'est que les Québécois, on a le gros pli de ne pas vouloir blesser les gens. Oui. Donc, on n'aime pas ça heurter. On rit parce que, justement, des fois, moi et Jordan, on en discute de comment faut enrober les choses, Et des fois, voilà. quand on parle. Fait qu'on n'aime pas ça heurter, on veut pas de chicane. Tu sais, dont l'expression que j'apprends aux étudiants étrangers quand on dit pas de chicane dans ma cabane, bien, ça vient d'un peu de ça. Donc, un étudiant étranger qui arrive ici, il faut qu'il devine. Parce que des fois, on va pas oser lui dire que « Oh non, je veux pas me mettre en équipe avec toi » ou « Oh non », on lui dit pas directement parce qu'on veut pas heurter. Mais pour les étudiants étrangers, moi, le son de cloche que j'ai, c'est qu'on est un peu hypocrite. Puis c'est vrai. Oui. Mais c'est juste qu'on veut pas heurter, finalement. Oui. Donc, puis la dernière chose... Oui. Oui, c'est ça. C'est une belle leçon d'humilité, hein? Puis la dernière chose, c'est au niveau individualiste et collectiviste. Quelqu'un qui arrive d'une société collectiviste, en fait, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais allée étudier au Maroc quand j'étais étudiante à l'université. J'ai fait mon profil international là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait une classe de 30. Tout le monde m'a invité à souper un après l'autre. Puis tellement que j'étais tannée de me faire inviter. J'avais juste le goût d'être seule. Là, la classe s'est mobilisée. Puis, hey, Stéphanie, elle va pas bien, elle veut rester toute seule. Non, je veux lire un livre. mais imaginez, en fait, un étudiant étranger qui arrive ici, qui vient d'une société collectiviste. Puis ici, on est tellement individualiste. Ça y laisse beaucoup trop de temps pour lire des livres. Oui, puis au niveau de l'intégration, c'est pas facile. Tu sais, comment on fait pour s'intégrer dans cette société-là? Donc, en fait, mon message aujourd'hui, c'est juste d'avoir ce regard-là, puis d'amener un peu à nous, Québécois, être un peu plus curieux, de demander aux étudiants étrangers comment ça se passe, puis d'être plein d'ouverture, en fait, parce qu'il y a tellement de différences entre nous, les Québécois, puis on a tellement de plis qu'on s'en rend même plus compte. Mais c'est en parlant, justement, en demeurant pas dans le secret ou dans le questionnement, puis vraiment en allant vers l'autre, puis en lui demandant comment ça marche pour lui dans son pays ou comment je pourrais faire pour te rendre à l'aise. Tu sais. Exactement. Puis surtout s'informer comment Oui. ils vivent ça, là, parce que c'est vraiment des beaux échanges. Donc, moi, je donne la conférence Culture québécoise du marché du travail qui s'adresse aux étudiants étrangers. OK. Les Québécois qui sont curieux, ils peuvent venir aussi. Là, sont les bienvenus. Est-ce qu'il reste des conférences cette session-ci ou ça va cette recommencer? session-ci, c'est fini. On en Parfait. donne 3 cet hiver. Là. Parfait. Bien, on invite les auditeurs à rester aux aguets si c'est une thématique qui vous intéresse ou si vous voulez ajouter une corde à votre arc. Merci beaucoup, Stéphanie Ça me Sophie fait Gilbert. plaisir, C'est toujours encore un une fois. plaisir. Toujours un Vraiment. plaisir. On va Très se retrouver intéressant. pour notre spécial Noël. Je vais être là avec mon chapeau, peut-être. Ah oui! Et on donnera des détails là, à nos auditeurs en temps et lieu. Et maintenant, on continue avec une chronique d'une invitée qu'on a eue au mois d'octobre, Joëlle, qui vient nous parler de l'une de ses spécialités, qui est l'estime de soi. Et elle en parle de sa vision. Voici le mythe de la semaine. Qu'est-ce que l'estime de soi? Alors, cette semaine, Entre l'heure on et vice-versa, nous démystifions l'orientation.
c'est l'heure du mythe de la semaine. Alors, cette semaine, on démystifie non seulement, pas l'orientation, mais l'un des concepts importants, un concept phare dans l'orientation, c'est l'estime de soi. Les filles, Josiane, Annie, c'est un concept que vous travaillez beaucoup, j'imagine, avec vos clients. Oui, constamment. tout à fait. Et c'est un concept aussi qu'on doit développer en tant qu'intervenant. Ben, l'estime qu'on se porte, l'évaluation qu'on fait envers nous-mêmes. Tu sais, on parle souvent de la bienveillance envers soi-même, mais ça en fait partie. Hein? Et on a avec nous en studio Joëlle qui vient nous parler de sa spécialité parce que Joëlle est conférencière sur l'estime de soi et la saine image corporelle. Bonjour Joëlle. Bonjour, je suis contente de revenir parmi vous. Ah, on est vraiment content que tu sois de retour. Joëlle, on a décidé de te faire revenir à l'émission parce qu'on avait aimé ta présence au mois d'octobre et parce qu'on se disait qu'on n'avait pas assez entendu parler de ta spécialité. On a parlé de toi, mais pas de ta spécialité. C'est un bon sujet, puis même pour l'émission, je pense, j'aimerais ça vous livrer comment je perçois l'estime de soi. Et pour commencer, j'aimerais ça, moi, vous demander qu'est-ce que l'estime de soi? Annie? Moi je répondrai pas. Ben, j'ai fait une chronique là-dessus. Ah, c'est ça. Je répondrai pas. OK, bon. Ben, l'estime de soi, c'est l'évaluation qu'on fait envers nous-mêmes. C'est une estimation de l'amour qu'on se porte en même temps. L'estime de soi, c'est quelque chose de compliqué. J'aime bien aussi. Complexe, compliqué, ça peut varier. Oui. Ça peut aller dans le vice-versa du bonheur. Hein? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais plugger mon cours de théorie de la personnalité en disant qu'une estime de soi, ça peut aussi être variable. Hein? Oui. Des fois, il y a des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes ou une mauvaise, mais aussi des gens que leur estime varie en fonction de leur succès, de leurs échecs. Ça, c'est encore pire dans la vie. Je pense que c'est aussi une partie de ton histoire, Joëlle, la variation de l'estime de soi. En effet, je pense que c'est le combat de toute ma vie, je vais le nommer comme ça. Et j'ai beaucoup lu sur l'estime de soi et je suis pas une travailleuse sociale, j'ai pas étudié en relation d'aide, mais c'est ça, je viens livrer mon expérience par rapport à ça. Puis j'ai lu une définition qui m'a beaucoup parlé, en fait. Puis ça dit la discordance entre le soi idéal et le soi réel. Et pour moi, ça porte beaucoup de sens parce que je vais vous donner un exemple. Je suis une femme grande, 5 pieds 10, je fais taille 18, donc évidemment taille plus. Et ça, c'est mon soi réel. Et si pour moi, mon soi idéal, c'est de mesurer 5 pieds 3, d'être brune et de peser 100 livres, pensez-vous que moi, j'aurai un jour l'estime de moi-même? Ça va être difficile. Ça va être dur. Ça va être très difficile, en effet, parce que, en fait, mon soi réel est tellement loin de mon soi actuel que je serai toujours à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que le but serait d'essayer de pas dénier son soi imaginé, mais de comme le transformer en quelque chose de plus réaliste? Oui, bien, je pense qu'on l'a nommé tantôt, la bienveillance envers soi-même, c'est quelque chose qui est très, très important. Hein? Et j'écoutais hier une entrevue avec Christophe André, qui est un psychiatre qui a écrit un livre. Et il disait justement, c'est se respecter comme on respecte un ami. Et ça paraît très, très simple comme phrase, mais c'est très difficile à appliquer. Vous ne trouvez pas? C'est très difficile. Ça peut être l'histoire, ça aussi, d'une vie, là. Tout à fait. Oui, exact. Et même dans notre société, on est vraiment entouré de choses pour se comparer. Et même ce même psychiatre-là, il utilise le terme qui s'appelle la folie comparative du 21e siècle. J'aime ça. Ça me parle comme nom. Ben oui, hein? J'imagine qu'avec les réseaux sociaux, cette folie-là ne fait qu'augmenter. Ben oui, tout à fait. C'est qu'en fait, il dit, lui, que avant, dans les maisons, on n'avait pas de miroir. Le miroir n'est seulement qu'apparu au 19e siècle. Donc, on pouvait se comparer soi-même avec ses frères, ses sœurs, avec son voisinage. On n'avait pas de miroir, on n'avait pas de médias sociaux, on n'avait pas de photos non plus. Et là, de plus en plus, au 21e siècle, apparaissent les médias sociaux. Apparaît l'espèce de culte de l'image où on peut se comparer avec tous et chacun, avec des images retouchées. Puis, tu sais, je me permets, tu parles d'image, Joëlle, mais moi, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on compare pour tout maintenant. Tu sais, juste les gens qui mettent plein de photos de leur bouffe. Moi, des fois, je me sens mal parce que j'ai jamais le temps de cuisiner. Là. Non, mais je pense que c'est... On se compare sur tout, puis les gens exposent des choses sur leurs réseaux sociaux. Puis là, moi, je suis comme, mais moi, je fais pas ça. Puis, fait que je pense que
oui, l'image, mais sur plein d'autres affaires aussi qu'on se compare. C'est vrai. Puis juste, tu me lances là-dessus. J'aimerais ça, moi, en parler, comment j'ai vécu mon manque d'estime de moi-même et que même je le vis encore aujourd'hui parce que je pense pas être la reine suprême de l'estime de soi. J'avais toujours l'impression que l'échec était associé à moi-même. Par exemple, si j'avais 50 dans un examen, ça voulait dire que moi-même, je valais 50 Et ça, peut-être même que dans votre carrière, vous devez le voir. Hein? Je ne sais pas, les gens qui sont confrontés à ça. Ça a même un nom. Ça s'appelle les contingences de l'estime de soi. Ah, ça a le nom. Ah, voilà. oui. C'est comme de penser que ton estime de toi repose sur la performance que tu fais dans quelque chose. Et aussi, il y a le perfectionnisme que je faisais preuve et que je fais d'ailleurs encore preuve, et les exigences même tyranniques envers moi-même. Souvent, on va penser que le perfectionnisme, c'est une qualité qui est un défaut qui est cute à dire en entrevue, hein, que je suis perfectionniste, ça veut dire que j'aime le travail bien fait. Mais détrompez-vous, le perfectionnisme est pour moi un véritable défaut qui me porte même à renoncer à agir. Souvent parce que j'ai souvent tendance à vouloir voir ça trop parfait. Et finalement, je n'agis pas. Comme si c'est pas parfait, ça vaut comme pas la peine d'essayer de le faire. Exact. La peur de l'échec est très là. C'est comme si on banalisait un peu ce problème-là, justement, ce défaut-là, mais j'imagine que tu n'es pas la seule. Non. Même qu'on le valorise, des fois, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On valorise le défaut de la surperfection, mais ça peut amener justement à des exigences pour soi-même qui sont démesurées. Là. Et il y a de la procrastination. C'est ce que tu mentionnes, en fait. Là. Exactement. Je le vis vraiment, c'est aussi la procrastination. Donc, c'est vraiment tout prendre conscience de ça. Et la dernière chose, c'est aussi le fameux sentiment de l'imposteur. Sûrement que vous le voyez ça aussi souvent. Moi, tu sais, par exemple, je suis dans une pièce et je vois quelqu'un qui est, mettons, plus intelligent que moi ou plus beau que moi, ou même si c'est hors de ma volonté, je vais quand même me sentir inférieure et pas à ma place. Et pour moi, l'estime de soi, c'est oui, tu peux avoir une personne plus belle que toi dans la pièce et oui, une personne plus intelligente que toi dans une pièce, mais c'est de te sentir à ta place et connecter avec qui tu es et être heureux quand même que ces personnes-là existent autour de toi et non te sentir inférieur. Moi, j'avais une amie, je la salue, je pense pas qu'elle nous écoute, mais allô Émilie, si tu nous écoutes. Quand j'étais au bac en psycho, puis que j'étais... moi, au début vingtaine, j'étais pleine de drames intérieurs personnels. Puis quand je me comparais beaucoup, des fois, elle me disait « Ouais, mais tu sais, Annie, elle dit « OK, cette fille-là est plus belle, elle est plus intelligente, mais ça t'enlève rien à toi. » Oui, c'est un peu ce que tu dis, en fait, Joël. Ça t'enlève rien à toi. Puis cette phrase-là m'a marqué beaucoup. Ça m'enlève rien à moi. C'est vrai. Comment toi, tu l'as vécu, d'ailleurs? Est-ce que tu es capable de te le redire souvent ou... Bien, là, maintenant, oui. Tu sais, parce que j'ai encore cette tendance-là, des fois, qui monte à « Oh mon Dieu, je serai jamais à la hauteur », ou etc. Puis où les autres sont meilleurs. Puis après ça, je me dis « Ouais, mais parce qu'ils sont bons, ça m'enlève rien à moi. » En effet. Ça m'aide à relativiser. Puis toi, Maxime, j'aimerais ça te le demander. Tu sais, on parle souvent d'estime de soi pour les femmes. On est quand même plus vulnérable par rapport à ça. Ben, on est capable d'exposer sa vulnérabilité beaucoup plus facilement, mais pour les hommes, j'aimerais ça, moi, t'entendre. Comment tu le vis, toi, ça, ce sentiment? Est-ce que tu le... c'est facile pour toi d'exposer, justement, que tu n'as pas d'estime ou que tu as de l'estime ou de... Bien, tu sais, je pense que c'est beaucoup un sujet de mon écriture. Quand j'écris, peut-être pas directement... j'écris sur l'estime de soi, mais je me rends compte qu'en tant qu'homme, même en tant qu'homme homosexuel, de parler de ses sentiments, c'est toujours un peu... je sais pas, on dirait qu'on donne moins de légitimité au fait qu'exemple, que j'ai un problème d'estime de soi ou que j'ai de la misère avec mon image corporelle, ou j'ai comme si l'impression qu'avec une fille, on va faire « Ah, on va la consoler, on va s'en occuper », puis moi, on va se dire « Ben voyons, Maxime ». Fait que, tu sais, au niveau de l'estime de soi, des fois, je pense que j'étais peut-être... j'en manquais beaucoup quand j'étais jeune, puis même encore aujourd'hui, tu sais, je la compense par la surestime de moi. Tu sais, je vais paraître vraiment en confiance, en contrôle, mais ça va cacher aussi une certaine instabilité intérieure. Tu sais. Mais tu as nommé quelque chose d'important, la confiance. Oui. Tu sais, quand j'ai fait la chronique sur l'estime de soi, on sépare l'estime et la confiance. Exact. C'est deux concepts qui vont ensemble, mais c'est pas deux concepts identiques non plus. Tu sais, tu peux avoir une bonne estime globale, mais pas avoir confiance en toi.
C'est vrai. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est le manque de confiance aussi, de toujours, quand le surperfectionnisme, là, c'est de toujours penser que peut-être que tu ne seras pas si parfait que ça, mais je pense qu'à un moment donné, la perfection, c'est relatif aussi. Hein? Oui. Puis ça n'existe pas. Non. On le dit aujourd'hui, ça n'existe pas. Merci, Annie. Alors, tu sais, Joël, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, moi, je pensais que tu allais venir puis nous parler un peu plus de ton image corporelle au niveau de l'estime de soi. Puis finalement, c'est pas en tout. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Ah, ben oui. Ben en fait, on le voit de l'extérieur, mais le monde intérieur est totalement... Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Mais juste pour revenir, là, à être capable... l'estime de soi est vraiment différent parce que c'est se sentir valable. Et la confiance en soi, c'est se sentir capable de... Fait que c'est vraiment deux concepts, comme tu disais, c'est vraiment différent. En effet. Alors, Joël, est-ce que tu donnes encore des conférences sur l'estime de soi présentement? Bien sûr. Tu étais dans une école secondaire dernièrement, je pense. Oui, bien, en fait, j'étais dans une école primaire et c'est la première fois que j'allais voir des élèves de 4e année parler d'entrepreneuriat et c'était vraiment, vraiment trippant. Ah oui. Ah oui. Et même avec ces jeunes-là, tu étais capable de transmettre ton message sur l'estime de soi? Ben oui. Sûrement d'une façon un peu plus adaptée. Mais oui, j'ai raconté mon parcours à travers l'intimidation et tout ça. Puis à la fin, il y a une petite fille qui m'a écrit sur le tableau. Ils m'ont tout écrit des petits mots. Et il y a une petite fille qui m'a écrit « Merci de m'avoir parlé de l'intimidation ». Puis le professeur est venu me voir et elle me dit « Joël, cette fille-là vient de se faire changer d'école parce que... elle vivait de l'intimidation à son autre école, tu sais. Wow! Tu as fait une différence pour cette jeune fille-là. La semaine passée, on avait reçu ici en studio les responsables de l'organisme Interaction qui, en fait, lutte contre l'intimidation scolaire. Ça serait peut-être intéressant que tu communiques avec eux, Joël. Je te verrais participer et t'impliquer dans cette cause-là. C'est drôle que tu en parles parce que je suis maintenant membre du conseil d'administration de cet organisme. Oh, ben, wow! C'est donc bien le fun, le bon, les petits. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu avais une petite phrase en terminant ou on a fait le tour de ton sujet aujourd'hui, Joël? J'aimerais ça, en fait, j'aimerais ça rappeler aux gens que c'est important de faire preuve de bienveillance, puis c'est un gros mot, et j'aimerais ça qu'on puisse faire place à cette malveillance-là qu'on a envers soi-même, puis de la regarder un peu comme on regarde un petit chiot, avec bienveillance, et que c'est comme ça, tranquillement, pas vite, qu'on atteint, qu'il faut un pas vers l'estime de soi. Wow! Merci beaucoup, Joël. C'est un message d'espoir qu'on lance à nos auditeurs aussi. Des pistes de réflexion tellement pertinentes aussi. En effet. Merci beaucoup, Joël. Merci. Ben ça nous fait plaisir de t'avoir donné un petit micro aujourd'hui. Alors, on le garde avec nous jusqu'à la fin et maintenant, je vous présente ma ressource en relation d'aide de la semaine. À bonne heure et vice-versa, c'est la capsule Bloc-Notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Alors, cette semaine, je vous parle du Centre de crise de Québec. C'est la ressource en relation d'aide de la semaine. Puis je pense que ça peut fitter un peu avec l'estime de soi parce que j'imagine que peut-être que s'il y a des gens, justement, qui manquent d'estime, peut-être que ça peut mener jusqu'à des actes, malheureusement, qui vont être... répréhensible pour eux et peut-être justement à des crises, à de la déprime et même du suicide. Le centre de crise est là pour répondre à cette tristesse-là ou cette détresse que les gens pourraient vivre. En fait, le centre de crise, c'est un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il offre plusieurs services, intervention téléphonique, entrevue externe, équipe mobile, hébergement de crise, hébergement temporaire, soutien post-crise. Donc, vraiment des services qui sont très larges. Le service téléphonique, c'est comme le service en fait principal du centre de crise. Donc, il arrive quelque chose. Exemple, il y a 3 types de soutien. Pour les personnes qui souffrent. Donc, vous êtes une personne qui souffre à la maison et vous êtes en détresse, en déprime ou vous pensez au suicide, vous pouvez appeler en fait au centre de crise et vous allez parler avec un intervenant qui est qualifié et qui va pouvoir explorer avec vous la situation, accueillir vos émotions, rechercher des moyens concrets et qui va vous aider à résorber cette crise-là et qui va vous suivre aussi. Après, il va faire des rappels pour s'assurer que tout va bien. Donc, ça peut être une solution avant de passer à l'acte ou faire quelque chose de répréhensible. Ça peut aussi être des bons collaborateurs quand on est intervenant nous-mêmes, qu'on est psychologue, intervenant ou quoi que ce soit. C'est justement ce que j'allais dire. En plus, mais c'est pas grave, en plus pour la personne qui souffre, il y a aussi un service pour les intervenants. Donc, Josiane, Annie, vous avez un client, puis vous sentez que le client est en crise, vous savez pas quoi faire, vous avez besoin de soutien, vous pouvez appeler au centre de crise. Je sais, Josiane, que ça t'est arrivé dernièrement. Tu aurais pu appeler
au centre de crise et parler à un agent qui va pouvoir prendre le temps d'explorer la situation avec toi, élaborer des hypothèses, vous orienter. Peut-être que ça ne réglera pas le problème en soi, mais au moins, vous allez pouvoir vous extérioriser. Je pense aux personnes à la maison qui sont travailleurs autonomes, qui n'ont peut-être pas d'équipe autour d'eux pour en parler. Ça peut être un très bon moyen, en fait, d'en parler. Et aussi, il y a un service pour la personne, pour les proches qui souffrent. Ah, oui. Alors, vous êtes un parent, vous êtes un ami, vous êtes un grand-parent qui voyez une personne que vous aimez qui souffre, puis vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment intervenir, la personne se referme de plus en plus. Vous pouvez appeler au centre de crise et elle va pouvoir vous aider. Et même s'il y a une situation d'urgence, vous pouvez appeler au centre de crise. Et le centre de crise, ben, ils ont le devoir d'appeler la police et de mettre les moyens, de prendre les moyens pour aider les personnes si on voit qu'on est vraiment rendu à la dernière minute et que c'est dangereux pour le bien-être de la personne. Alors, pour le centre de crise, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller au www.centredecrise.com et sinon, vous pouvez appeler au 418-688-4240 pour avoir toutes les informations sur le centre de crise. Et je vous parle rapidement d'une autre nouvelle qui est une nouvelle sur le campus. Il va y avoir sur le campus de l'Université Laval un yoga géant. Ça, je trouvais ça comme vraiment drôle. En fait, j'imagine comme 300 personnes qui font du yoga en même temps. Ça doit être zen en tabarnouche. Et durant la fin de session comme ça, en tout cas, moi, sérieusement, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, si je l'avais, j'irais au yoga géant parce que j'ai déjà fait de la méditation en groupe. Et de faire de la méditation en groupe, c'est assez spécial. On dirait que ça nous transporte vers ailleurs. Et j'imagine que c'est la même chose aussi pour le yoga géant. Ça se passe le 28 novembre, donc c'est très bientôt. Les ouvertures des portes est à 10h30. C'est aujourd'hui et vous en avez une autre un peu plus tard dans la journée aussi. Alors, on vous invite à y aller. C'est aujourd'hui même.